Les portes de l'usine se sont refermées dans un silence assourdissant. Pas de faillite, pas de crise soudaine, juste une décision froide prise dans une salle de conseil à des centaines de kilomètres de là. En quelques jours, les moules exclusifs ont été détruits. Le nom de Seguip, fièrement gravé dans le métal depuis des décennies, a été effacé d'un simple trait de plume. Pourtant, Seguip n'était pas une entreprise comme les autres. À son apogée, ses pulvérisateurs bleus et rouges dominaient les vastes champs de blé de Picardie et s'exportaient massivement dans toute l'Europe. C'était le fleuron de la mécanique agricole française, un symbole de précision et d'une fiabilité presque indestructible. Des milliers d'agriculteurs ne juraient que par ces machines construites pour durer une vie entière. Aujourd'hui, tout a disparu. Les ateliers d'assemblage sont désespérément vides. Les ouvriers qualifiés ont été dispersés. Là où résonnait le fracas joyeux de l'innovation et du fer, il ne reste plus que l'écho du vent. Un héritage industriel entier a été réduit à zéro. Comment une entreprise pionnière qui n'a jamais conçu un mauvais produit et qui répondait parfaitement aux exigences du terrain peut-elle être tuée du jour au lendemain? Pas par la concurrence déloyale, pas par le rejet du marché, mais par les mathématiques glaciales d'un rachat corporatif. Voici l'histoire de l'ascension et de la disparition de Seguip. Un récit fascinant qui révèle ce qui se produit réellement lorsque l'excellence d'un savoir-faire local est impitoyablement engloutie par l'ère de la concentration industrielle. La France des années d'après-guerre est un pays blessé, en quête désespérée de renouveau et de souveraineté alimentaire. Loin du tumulte des grandes métropoles où les usines automobiles et sidérurgiques tournent à plein régime pour soutenir le miracle économique des Trente Glorieuses, les campagnes françaises vivent une mutation beaucoup plus silencieuse, mais fondamentalement vitale. Pour nourrir une population grandissante, l'agriculture doit impérativement sortir de ses pratiques ancestrales. À cette époque, dans de nombreuses régions, le travail de la terre demeure une épreuve physique éreintante. Si le tracteur commence très lentement à remplacer le cheval de trait dans les grandes exploitations du bassin parisien ou de Picardie, de nombreuses tâches restent désespérément manuelles. Parmi ces défis colossaux, la protection des cultures s'impose comme l'un des plus laborieux et des plus incertains. Les vastes plaines céréalières et les champs de betteraves sont constamment à la merci des éléments. Les mauvaises herbes étouffent les jeunes pousses, les insectes ravageurs déciment les feuilles, et les maladies cryptogamiques menacent à tout instant d'anéantir des mois de sueur et de labeur acharné. Les premiers produits de traitement chimique font leur apparition sur le marché, porteurs de promesses de rendement inespérés, mais leur application relève presque de l'artisanat précaire. Les agriculteurs utilisent de lourds pulvérisateurs à dos ou des systèmes tractés archaïques qui dispersent les liquides de manière chaotique. Le produit est gaspillé, les parcelles sont traitées de façon hétérogène, et pire encore, l'opérateur est fréquemment exposé à des brumes chimiques toxiques. C'est précisément dans cette faille, au croisement d'un besoin urgent d'efficacité agronomique et de sécurité, que l'histoire de Seguip prend ses racines. L'entreprise ne naît pas dans un laboratoire de recherche aseptisé de la capitale, ni d'un plan d'investissement étatique. Elle voit le jour dans un modeste atelier de mécanique, ancré au cœur même des terres agricoles françaises. Les pionniers de Seguip ne sont pas des théoriciens en col blanc. Ce sont des artisans de l'acier, des hommes aux mains calleuses qui parlent le même langage que les paysans. Ils passent leur journée à réparer des charrues tordues et des essieux brisés, écoutant les plaintes amères des agriculteurs face à l'inefficacité de leur matériel de traitement. La vision fondatrice de Seguip émerge d'une équation mécanique simple, mais redoutable. Il faut concevoir une machine capable de répartir un liquide de façon parfaitement homogène, sur une largeur inédite, tout en résistant aux secousses destructrices des champs non nivelés. Dans l'obscurité de l'atelier originel, l'air est saturé par l'odeur âcre de la soudure à l'arc, le parfum lourd de l'huile de coupe et le bruit assourdissant des marteaux sur l'enclume. Les premières esquisses ne sont pas tracées sur des tables à dessins sophistiqués, mais grossièrement dessinées à la craie, à même le sol en ciment poussiéreux. Les ingénieurs de fortune martèlent, courbent et assemblent des tubes d'acier épais pour former les premiers châssis. Ils s'attaquent à des casse-têtes techniques majeures. Comment concevoir une pompe à piston membrane assez robuste pour résister à la corrosion des produits chimiques
tout en maintenant une pression constante. Comment fabriquer des rampes métalliques de plusieurs mètres d'envergure qui ne ploient pas sous leur propre poids et ne se fracturent pas à la première ornière profonde? Le développement du premier pulvérisateur Segip est une succession ininterrompue d'essais, d'échecs cuisants et de corrections minutieuses. Des pièces sont usinées à la main le matin, montées sur un tracteur à midi, testées directement dans le champ de blé voisin l'après-midi, puis démontées et repensées le soir même à la lumière des lampes à incandescence. Chaque soudure est épaissie, chaque articulation est renforcée. Ils savent pertinemment que sur le terrain, au printemps, lorsque la fenêtre météo pour traiter une culture ne dure que quelques heures, une panne matérielle peut coûter une récolte entière. La fiabilité n'est pas une option commerciale, c'est une exigence de survie. Pourtant, avoir conçu une machine fonctionnelle et innovante n'est que la moitié de la bataille. L'autre moitié, souvent la plus ardue pour les pionniers de l'industrie, consiste à convaincre un monde agricole profondément conservateur. Les paysans des années 50 et 60, habitués à compter chaque franc, ne confient pas facilement le destin de leur exploitation à une nouveauté technique encombrante. Pourquoi s'endetter pour acquérir cet étrange assemblage de cuves, de manomètres et de longs bras métalliques? Le risque perçu est immense. Les agriculteurs redoutent que le poids de ces usines roulantes ne tasse irrémédiablement leur sol fertile, ou que la mécanique complexe ne tombe en panne au pire moment, les laissant sans assistance au milieu de nulle part. Face à ce mur de méfiance, les premiers commerciaux de Segip, qui sont bien souvent les concepteurs eux-mêmes, enfilant une veste de velours par-dessus leur bleu de travail, déploient une ténacité hors du commun. Ils comprennent qu'un catalogue sur papier glacé ne vaut rien face à l'épreuve de la Terre. Ils attellent donc leur prototype à l'arrière d'un tracteur et parcourent les routes de campagne pour réaliser des démonstrations en conditions réelles, au vu et au su de tous. Devant des assemblées d'agriculteurs aux bras croisés et aux regards circonspects, ils déploient les immenses rampes peintes. Ils montrent comment la pompe maintient un brouillard fin et régulier, assurant une couverture parfaite des feuilles sans ruissellement. Ils démontrent la souplesse inattendue des rampes qui épousent les dénivelés du terrain sans céder. Plus important encore, ils prouvent mathématiquement le temps colossal gagné, permettant à l'agriculteur de démultiplier sa surface exploitable. Lentement mais inexorablement, la résistance cède. Dans les campagnes, la meilleure publicité reste l'observation du champ voisin. Lorsqu'un agriculteur audacieux franchit le pas, les autres scrutent les résultats. Ils constatent des récoltes plus saines, des rendements supérieurs et un gain de temps phénoménal. La robustesse légendaire des machines Segip devient l'argument suprême. Le bouche à oreille forge une réputation qui s'installe durablement. Un pulvérisateur Segip, ça ne casse jamais. Pour répondre à cette demande croissante, le petit atelier se mue progressivement en une véritable usine. Les premières chaînes d'assemblage sont mises en place, mais l'esprit originel, celui de l'artisan exigeant, demeure intact. Segip vient de réussir son pari le plus risqué, faire accepter le progrès technique par la preuve de la fiabilité absolue. Sans le savoir, ces pionniers viennent de poser les fondations d'un empire industriel français de la machine agricole. Ils ont forgé un ADN d'entreprise reposant sur l'excellence technique, la durabilité et un profond respect du travail paysan. Des valeurs nobles qui porteront Segip vers les sommets, mais qui, cruellement, ne pèseront plus rien quelques décennies plus tard face aux froides logiques de la rentabilité boursière. Les décennies qui suivront les premiers succès de Segip marquent le début d'une véritable ère de suprématie. Nous laissons derrière nous l'atelier poussiéreux des débuts pour entrer dans l'âge d'or de l'entreprise, une période bénie s'étirant des années 1970 jusqu'à la fin des années 1980. C'est l'époque où le nom de Segwip cesse d'être une simple astuce locale pour devenir un standard incontournable, une référence absolue dans le dictionnaire de l'agriculture européenne. Sur les immenses plaines de la Somme, de l'Aisne et bientôt bien au-delà des frontières françaises, un paysage visuel nouveau s'impose. Au printemps, les champs se parent non seulement du vert éclatant des jeunes pousses, mais aussi du bleu et du rouge caractéristiques des pulvérisateurs Segip, tractés avec fierté par une nouvelle génération d'agriculteurs modernisés. L'ascension fulgurante de la marque ne repose pas sur une campagne marketing agressive,
mais sur une maîtrise technologique qui frôle l'obsession. À mesure que les exploitations s'agrandissent sous l'impulsion de la politique agricole commune, PAC, le besoin de traiter des surfaces toujours plus vastes en un minimum de temps devient critique. Il ne s'agit plus de concevoir des rampes de 6 ou 8 mètres. Les agriculteurs réclament des envergures de 12, 18, puis 24 mètres. Or, c'est ici que la physique impose sa dictature. Une rampe métallique de 24 mètres, lancée à 10 km par heure sur un terrain accidenté, est soumise à des forces de torsion et de fouettement phénoménales. La moindre ornière, le plus petit chaos du tracteur, se traduit par un mouvement d'oscillation violent aux extrémités. Si la rampe s'abaisse trop, elle percute le sol, brisant l'acier et détruisant la culture. Si elle se lève trop, le brouillard chimique s'échappe dans l'atmosphère, polluant l'environnement et laissant les plantes sans protection. C'est face à ce défi titanesque que les ingénieurs de Seguip écrivent leur légende. Ils développent des systèmes de suspension pendulaire d'une ingéniosité redoutable. En utilisant un savant jeu de ressorts, d'amortisseurs et de cadres mobiles, ils parviennent à isoler complètement les longues rampes des mouvements saccadés du tracteur. C'est une révélation mécanique. Les agriculteurs assistent, médusés, à des démonstrations où le tracteur plonge dans des sillons profonds, tandis que les gigantesques bras du pulvérisateur s'éguipent et restent d'une stabilité surnaturelle, parfaitement parallèle au sol, glissant au-dessus des blés comme les ailes d'un albatros en plein vol. À cette stabilité hors norme s'ajoute une précision chirurgicale de la pulvérisation. Les pompes hydrauliques sont perfectionnées pour garantir un débit strictement proportionnel à l'avancement. Qu'il accélère ou qu'il ralentisse, le paysan a la garantie mathématique que chaque mètre carré de son champ recevra l'exacte dose de produit nécessaire, au centilitre près. Dans l'usine, l'effervescence est à son comble. Les installations ont été considérablement agrandies pour répondre à un carnet de commandes qui ne désemplit jamais. L'odeur du métal chaud et de la peinture industrielle imprègne la vie de toute une région. Des centaines d'ouvriers, souvent issus de familles paysannes locales, franchissent les grilles de l'entreprise chaque matin avec un sentiment d'appartenance profond. Ils ne fabriquent pas de simples machines. Ils forgent l'armure de l'agriculture française. La transmission du savoir-faire se fait de père en fils sur les lignes d'assemblage. L'indépendance de l'entreprise est sa plus grande fierté. Chaque décision, chaque prototype, chaque amélioration technique est validée par des hommes qui connaissent la terre, sans avoir à rendre de compte à des actionnaires lointains. Cette réputation d'excellence technique propulse Seguip sur la scène internationale. Les pulvérisateurs français franchissent le Rhin pour séduire les agriculteurs allemands, pourtant réputés pour leur intransigeance sur la qualité mécanique. Ils s'exportent vers l'Europe de l'Est, affrontant des conditions climatiques et des terrains redoutables qui auraient pulvérisé des machines moins robustes. Le chiffre d'affaires explose, les capacités de production sont poussées à leur maximum. Seguip règne en maître sur ces terres. Pourtant, même au sommet de la montagne, l'air commence imperceptiblement à se raréfier. La dynamique même de ce succès foudroyant porte en elle les germes d'une tension inédite. L'agriculture entre dans une nouvelle ère, plus pointue, plus réglementée, plus technologique. Les agriculteurs ne demandent plus seulement de la mécanique robuste, ils exigent désormais de l'électronique de bord, des capteurs, des terminaux en cabine, capables de gérer les tronçons de pulvérisation, avec l'aide des premiers systèmes de guidage. Pour Seguip, cette transition technologique coûte une fortune. L'ingénierie mécanique, autrefois dominée par l'intuition et le marteau, doit désormais faire place aux ingénieurs informaticiens et aux composants électroniques complexes. Les coûts de recherche et développement, R&D, s'envolent de manière vertigineuse. Développer un nouveau modèle de pulvérisateur nécessite désormais des millions de francs d'investissement avant même de vendre la première machine. La belle indépendance de Seguip se transforme soudain en un fardeau terriblement lourd à porter. Seul, face à un marché qui se mondialise à grande vitesse, chaque erreur de conception ou chaque baisse conjoncturelle des revenus agricoles menace d'assécher la trésorerie. L'entreprise est devenue un géant de métal, certes magnifique et respecté, mais dont l'appétit financier pour rester à la pointe de la technologie menace d'engloutir ses propres fondations.
Dans l'ombre des hangars et dans l'esprit des dirigeants, une question angoissante commence à poindre. Combien de temps une entreprise de taille intermédiaire peut-elle encore survivre seule face à l'industrialisation massive du secteur agricole? Le monde change et les lois de la mécanique s'apprêtent à plier devant celles du capital. Le passage aux années 1990 marque une rupture brutale dans l'histoire de la mécanique agricole européenne. L'âge d'or, caractérisé par une croissance apparemment infinie et une demande insatiable pour des machines de plus en plus grandes, commence à se heurter au mur implacable de la réalité économique. Dans les vastes plaines céréalières, le vent tourne. La réforme de la politique agricole commune, PAC de 1992, redessine violemment le paysage. Les subventions changent de nature, les prix garantis baissent, et pour maintenir leurs revenus, les agriculteurs n'ont d'autre choix que de s'agrandir encore, d'absorber les fermes voisines et d'optimiser le moindre centime dépensé. L'heure n'est plus à l'équipement de confort, mais à l'investissement hyper rationnel. Les marges bénéficiaires des exploitations s'amenuisent et par ricochet, la pression s'abat de tout son poids sur les constructeurs de matériel. Pour Segip, qui règne depuis des décennies sur le marché des pulvérisateurs grâce à la robustesse légendaire de son acier et à l'ingéniosité de sa mécanique, le choc est sismique. Car une nouvelle révolution, silencieuse mais dévastatrice pour les structures traditionnelles, est en marche. Celle de l'électronique embarquée. Il ne suffit plus de construire des rampes qui ne cassent pas ou des pompes qui ne fuient pas. L'agriculture de précision devient la nouvelle norme exigée par des exploitants devenus de véritables chefs d'entreprise pointilleux. Le marché réclame désormais le DPBAE, débit proportionnel à l'avancement électronique, des vannes motorisées ultra rapides, des capteurs de pression numérique et des terminaux informatiques en cabine capables de dialoguer avec les premiers systèmes de positionnement par satellite. Le pulvérisateur, autrefois chef-d'œuvre de chaudronnerie et d'hydraulique, doit soudainement se transformer en un ordinateur roulant capable de gérer des données agronomiques complexes en temps réel. Dans les bureaux d'études de Segip, l'atmosphère change radicalement. Les maîtres de l'acier se retrouvent confrontés au silicium. Le défi n'est pas qu'ils sont incapables de concevoir ces nouvelles technologies. Les ingénieurs de la marque ont toujours été parmi les plus brillants du secteur, mais le problème est fondamentalement financier. Développer des logiciels propriétaires, concevoir des cartes électroniques capables de résister aux vibrations extrêmes, à la poussière, à l'eau et aux produits chimiques corrosifs, nécessite des investissements en recherche et développement, R&D, faramineux. Pour une entreprise de taille intermédiaire, ETI, restée farouchement indépendante, ce coût devient rapidement un gouffre insoutenable. Historiquement, Segip finançait ses innovations mécaniques sur ses propres fonds, forte de ses excellentes ventes, mais le ticket d'entrée de la révolution numérique est d'une toute autre échelle. Chaque nouvelle ligne de code, chaque nouveau composant électronique grignote la trésorerie. L'entreprise se retrouve piégée dans une course à l'armement technologique où les règles du jeu ont été réécrites par des géants. Construire la meilleure machine mécanique ne garantit plus la survie si elle n'est pas dotée du meilleur cerveau électronique. Et ce cerveau coûte une fortune que les volumes de vente, pourtant excellents, peinent désormais à amortir seuls. Tandis que Segip lutte en interne pour financer cette transition technologique coûteuse, le regard tourné vers l'extérieur offre un panorama encore plus inquiétant. Le marché européen de la machine agricole est saturé. Il y a trop de constructeurs, trop de marques, pour un nombre d'agriculteurs qui ne cesse de diminuer au fil des fusions d'exploitation. La guerre des prix fait rage. Pour abaisser les coûts de production et rentabiliser les investissements colossaux en R&D électronique, l'industrie trouve une réponse mathématique et glaciale, la concentration. Autour du fief de Segip, l'échiquier industriel s'anime d'une frénésie de fusion et d'acquisition. Les concurrents historiques, autrefois fiers et indépendants comme Segip, commencent à tomber les uns après les autres sous la coupe de conglomérats naissants ou s'unissent pour ne pas périr. L'objectif est limpide, créer des synergies. En fusionnant, deux entreprises peuvent partager le même département d'ingénierie électronique, utiliser le même système informatique de bord, négocier l'achat de composants en plus grand volume et consolider leur réseau de distribution. Dans ce nouveau monde, la taille critique n'est plus un avantage, c'est une question de vie ou de mort. Une ombre immense commence à s'étendre sur le secteur.
celle des groupes financiers et des holdings industriels, pour qui un pulvérisateur n'est plus seulement un outil au service du paysan, mais une ligne de revenus dans un portefeuille d'actifs diversifiés. L'ère des pionniers romantiques, des artisans de génie qui testaient leurs machines le dimanche dans les champs voisins, s'efface devant l'ère des gestionnaires de risques et des banquiers d'affaires. La direction de Seguip se retrouve alors à la croisée des chemins, face au dilemme le plus terrifiant de son histoire. La première voie est celle de l'obstination. Rester indépendant, préserver la pureté de la marque et le contrôle absolu sur la production. Mais c'est accepter le risque de s'asphyxier financièrement, de prendre du retard sur l'électronique et de voir ses parts de marché s'éroder face à des concurrents adossés à des groupes surpuissants. C'est risquer la faillite pure et simple à moyen terme. La seconde voie est celle du pragmatisme. Chercher un partenaire, nouer une alliance stratégique ou accepter d'intégrer un groupe plus vaste. Cela garantirait la survie financière de l'usine, l'accès à des technologies mutualisées et la sécurité de l'emploi pour les centaines d'ouvriers. Mais c'est aussi signer un pacte faustien. C'est ouvrir la porte des bureaux de direction à des logiques extérieures. C'est accepter que le destin de Seguip ne soit plus décidé dans ses propres ateliers, mais dans des conseils d'administration lointains. C'est risquer d'échanger son âme contre sa survie. Les réunions s'enchaînent, lourdes d'angoisse et de débats passionnés. Les hommes qui ont bâti l'entreprise voient le piège se refermer. Ils savent que la mécanique exceptionnelle de leur pulvérisateur ne suffira plus à les protéger de l'orage financier qui gronde. Les graines de la chute sont semées, non pas dans l'usure de l'acier, mais dans l'incapacité d'une entreprise locale à lutter seule contre la force centrifuge du capitalisme moderne. Une décision doit être prise, une concession doit être faite. Seguip s'apprête à faire son premier pas dans l'engrenage fatal de l'intégration. La fin des années 1990 s'apparente à une lente et angoissante agonie pour les constructeurs agricoles isolés. Face au mur infranchissable des coûts de recherche et développement et à la pression impitoyable des marchés européens en pleine restructuration, la direction de Seguip doit se rendre à une évidence douloureuse. La fierté de l'indépendance ne suffit plus à payer les factures. Il faut trouver un allié, et vite. C'est dans ce climat d'urgence stratégique, où la peur de la faillite l'emporte sur l'orgueil des fondateurs, que se dessine l'un des tournants les plus décisifs de l'histoire de la marque, la formation du groupe Caruel-Seguip, qui intégrera également la marque Nicolas. Sur le papier, cette alliance a tout du mariage de raison parfait. Caruel, un autre grand nom historique de la pulvérisation agricole française, fait face exactement au même défi existentiel. En unissant leurs forces, les deux anciens rivaux espèrent créer un front commun, un bouclier de métal et de brevets capable de résister aux multinationales qui commencent à phagocyter le secteur de la machine agricole. Lors des signatures, les communiqués de presse sont triomphants, rédigés dans cette novlangue corporative naissante. On y parle abondamment de synergie, de mutualisation des compétences industrielles et de la création d'un véritable champion national de la pulvérisation. L'idée est séduisante et rationnelle. Seguip, avec sa réputation d'une robustesse à toute épreuve et ses systèmes de rampe exceptionnels, combinés à Caruel, avec ses propres innovations et son vaste réseau de distribution, pourrait non seulement survivre à la tempête, mais prospérer. Pourtant, dans les usines de Seguip, l'annonce de cette fusion provoque une onde de choc teintée d'un soulagement extrêmement prudent. Les ouvriers historiques, ceux qui ont de la graisse sous les ongles et qui reconnaissent le bruit d'une pompe Seguip à 50 mètres, redoutaient des licenciements secs ou une fermeture pure et simple. Ils voient dans ce partenariat une bouée de sauvetage inespérée. Les premières années de cette alliance donnent d'ailleurs l'illusion d'une transition réussie. Les budgets de recherche sont mis en commun, permettant enfin de financer les très coûteux développements informatiques exigés par la nouvelle génération d'agriculteurs. L'espoir renaît sous les néons des ateliers. Peut-être que le modèle Seguip, cet esprit pionnier né dans la poussière d'un atelier picard, peut finalement survivre aux mathématiques froides du nouveau millénaire en s'associant à ses pairs. Cependant, pour comprendre la complexité intime de cette union, il faut s'immiscer dans la culture d'entreprise de l'époque. Pendant des décennies, les commerciaux de Seguip et de Caruel s'étaient affrontés sans pitié dans les cours de ferme et sur les salons agricoles.
Chaque vente était une bataille acharnée pour prouver la supériorité de son propre acier, de son propre système d'amortissement pendulaire. Demander soudainement à ces hommes de collaborer, c'est comme exiger de deux armées rivales qu'elles partagent la même caserne au lendemain de la guerre. L'intégration dans le nouveau groupe signifie devoir justifier ses choix techniques face à des homologues qui, hier encore, incarnaient la concurrence à abattre. Les premières Mekona réunions techniques communes sont électriques, empreintes d'une méfiance sourde. Faut-il adopter la pompe Caruel ou la pompe Segip? Quel système de régulation électronique sera le standard du groupe? Derrière ces questions purement techniques se cache une véritable bataille d'ego pour la préservation de l'âme de chaque entreprise. C'est précisément au cœur de ces compromis techniques et financiers que le poison lent de la standardisation commence à faire son œuvre. Car la réalité économique d'une fusion est implacable. Pour que le groupe soit financièrement viable, il est strictement impossible de continuer à faire fonctionner deux bureaux d'études complets, deux chaînes d'approvisionnement distinctes et deux lignes de production pour concevoir des machines fondamentalement différentes. Le mot d'ordre qui descend des nouveaux bureaux de la direction commune est clair, net et sans appel. Il faut rationaliser. La rationalisation est un terme clinique pour désigner un processus profondément destructeur pour l'identité singulière d'une marque. Lentement mais sûrement, les ingénieurs autrefois, guidés par la quête de la machine parfaite, sont poussés à concevoir des plateformes communes. L'idée fondatrice de cette nouvelle ère est de fabriquer un seul et même châssis central, un même essieu, un même système de cuve modulaire qui servira de base universelle à toutes les machines du groupe. À la sortie de la chaîne de montage, la véritable différence technique s'estompe au profit du marketing. Le pulvérisateur sera peint en bleu et recevra l'autocollant Segip s'il est destiné à un concessionnaire de la marque ou sera habillé d'une autre couleur pour le réseau Caruel. Pour les travailleurs historiques de Segip, ce processus de clonage industriel est vécu comme une blessure silencieuse, une trahison de l'esprit des fondateurs. Eux qui avaient là passé leur vie entière à façonner des pulvérisateurs uniques, dotés de caractéristiques spécifiques qui faisaient la fierté légitime de la marque face aux voisins, se retrouvent dans le soudain réduit à assembler des machines génériques. L'ADN de Segip, autrefois si tranché, si reconnaissable sur le terrain, commence à se diluer irrémédiablement dans le grand bain tiède de la rentabilité de groupe. Les agriculteurs, clients d'une fidélité redoutable depuis des générations, ne s'y trompent pas. Lorsqu'ils tournent autour des nouveaux modèles dans les allées bondées du Salon international du machinisme agricole, SIMA à Paris, leur regard expert perçoit le changement. Ils remarquent que le toucher Segip, cette conception massive et indestructible, tend à s'effacer. La machine est belle, elle est moderne, elle est indiscutablement à la pointe de l'électronique de précision, mais elle ressemble étrangement au modèle d'à côté. Le lien affectif charnel, cette confiance absolue qui unissait le paysan à une marque perçue comme un membre de la famille agricole, commence à s'effriter sous le poids de la standardisation. De plus, cette cohabitation forcée sous le même toit corporatif crée de profondes et stériles frictions organisationnelles. Au lieu de concentrer toute l'énergie de l'entreprise sur l'innovation face à la concurrence mondiale, un temps infini est gaspillé dans des luttes d'influence interne pour savoir quelle usine obtiendra l'assemblage de tel ou tel modèle. Les directeurs financiers, avec leurs tableurs et leurs objectifs de réduction des coûts, prennent définitivement l'ascendant sur les ingénieurs mécaniciens. Chaque boulon, chaque soudure est scruté à la loupe pour grappiller quelques centimes de marge, parfois au détriment direct de cette surqualité légendaire qui avait fait la gloire de Segip. Le groupe Caruel-Segip réussit l'exploit de survivre aux terribles turbulences des années 2000, mais le prix payé est exorbitant. Segip a sauvé son nom sur les façades des usines, mais a sacrifié une large part de son âme sur l'autel de la rentabilité. L'entreprise n'est plus ce prédateur solitaire, fier et agile, qui dominait l'innovation. Elle est devenue un simple maillon d'une chaîne industrielle plus lourde, plus lente. Pire encore, ce compromis stratégique, pensé à l'origine comme un bouclier définitif pour protéger les usines locales, va se révéler n'être qu'une simple étape transitoire mortelle. En fusionnant, en rationalisant ses coûts et en standardisant massivement sa production, le groupe s'est rendu plus sain financièrement, plus attractif,
plus digeste pour les marchés financiers. Sans le vouloir, ils ont nettoyé et préparé la table pour un festin qu'ils ne contrôleront pas. Ils l'ignorent encore, mais bien au-delà des champs Picard, de véritables géants de l'industrie, dotés de moyens d'acquisition illimités, observent cette nouvelle entité structurée avec l'appétit d'un requin. Le véritable rouleau compresseur de la concentration capitalistique ne fait que commencer à se mettre en marche. Tandis que le groupe Caruel Seguip s'efforçait, dans la douleur et à travers de multiples compromis techniques, de rationaliser ses lignes de production pour survivre aux turbulences du marché, une force d'une toute autre nature prenait son essor dans le paysage industriel agricole. Jusqu'ici, l'histoire et les rivalités s'étaient jouées presque exclusivement sur le terrain de la mécanique. Le vainqueur était celui qui concevait la rampe la plus stable, la pompe la plus fiable ou le châssis le plus robuste pour affronter les plaines boueuses. Mais à l'aube des années 2000, le champ de bataille se déplace radicalement. L'enjeu n'est plus seulement de maîtriser le travail de l'acier ou les circuits électroniques. Il faut désormais maîtriser les flux de capitaux. C'est dans ce contexte de financiarisation accélérée de l'économie réelle qu'émerge un géant industriel, un conglomérat dont l'appétit pour la croissance externe semble totalement inextinguible. Le groupe Exel Industries. Contrairement aux humbles ateliers fondés par des forgerons ou des mécaniciens visionnaires qui ont progressivement grandi au rythme des moissons, Exel Industries est animé par une vision résolument corporatiste et stratégique. Le plan de ses dirigeants est aussi brillant qu'impitoyable. Plutôt que de créer une nouvelle marque à partir de zéro et de tenter de convaincre des agriculteurs notoirement fidèles à leurs couleurs historiques, il est infiniment plus rentable de racheter systématiquement la concurrence. La stratégie d'Exel consiste à bâtir un portefeuille hégémonique regroupant toutes les couronnes de la pulvérisation européenne. Au fil des années, le groupe étend ses tentacules et absorbe des noms légendaires, d'anciens rivaux acharnés qui se retrouvent soudainement sous la même ombrelle financière. Hardy au Danemark, Berthoud, Technoma ou encore Matro en France tombent les uns après les autres dans l'escarcelle du Titan. Face à ce rouleau compresseur capitalistique, l'alliance Caruel-Seguip, autrefois perçue comme un bouclier solide pour préserver l'indépendance de ses usines, révèle sa tragique fragilité. Les dirigeants du groupe avaient fait le travail ingrat. Ils avaient purgé les comptes, mutualisé les achats et standardisé les pièces. Paradoxalement, en rendant leur entreprise financièrement plus saine et structurellement plus lisible, ils n'avaient fait que la transformer en une proie idéale, parfaitement nettoyée pour une acquisition. Caruel Seguip n'avait tout simplement pas les reins assez solides pour lutter à l'échelle mondiale contre un holding capable de lever des centaines de millions d'euros sur les marchés financiers. Les négociations se déroulent dans un univers aux antipodes de celui où les machines Seguip ont été forgées. Loin de l'odeur de la soudure, de la terre humide des champs de Picardie et du vacarme des presses hydrauliques, le destin de centaines d'ouvriers se joue dans le silence ouaté des cabinets d'avocats parisiens et des salles de conseil d'administration. Autour de vastes tables en acajou, des hommes en costume sur mesure, qui pour la plupart n'ont jamais eu à régler la pression d'une buse au milieu d'un champ balayé par le vent, scrutent des tableurs Excel. Ils ne parlent plus de qualité d'amortissement ou de longévité du métal. Ils parlent de part de marché, d'EBITDA, de retour sur investissement et d'optimisation de portefeuille. Dans cette arène financière, l'histoire, la passion et l'âme d'une marque ne sont que des variables intangibles que l'on peine à valoriser dans une équation d'acquisition. La reddition est inévitable. Les signatures sont échangées, scellant la fin définitive de l'autonomie. Lorsque l'annonce officielle du rachat par Exel Industries est placardée sur les panneaux d'affichage syndicaux à l'entrée des ateliers, l'onde de choc qui traverse l'usine Seguip est d'une nature très différente de celle provoquée par la fusion avec Caruel quelques années plus tôt. À l'époque, il s'agissait d'un mariage de raison, difficile certes, mais conclu entre des pairs, des hommes du même métier qui se regardaient droit dans les yeux avec un respect mutuel gagné sur le terrain. Cette fois-ci, c'est une absorption totale et indiscutable. C'est l'arrivée d'un suzerain absolu. Dans les jours et les semaines qui suivent l'acquisition, la réalité de la prise de contrôle se matérialise physiquement dans les couloirs de l'entreprise. Des flottes de voitures de fonction sombre se gardent sur les parkings réservés à la direction. De nouveaux visages, armés de porte-documents et d'ordinateurs portables,
arpentent les lignes d'assemblage avec des regards froids et évaluateurs. Ce sont les auditeurs du siège central, les fameux cost killers, réducteurs de coûts, et les gestionnaires de transition dépêchés par le nouveau propriétaire. Leur mission n'est pas d'apprendre comment fabriquer un meilleur pulvérisateur SEGIP, mais d'auditer chaque seconde de travail, chaque mètre carré d'entrepôt et chaque centime de dépense pour s'assurer qu'il s'intègre dans la matrice globale du groupe Excel. Un mur de verre, invisible mais d'une épaisseur infranchissable, s'élève immédiatement entre les salariés historiques et la nouvelle direction. D'un côté, il y a les ingénieurs d'atelier, les chefs d'équipe et les ouvriers qui vivent et respirent pour le produit. Pour eux, SEGIP est une entité vivante, un héritage régional, une promesse de fiabilité faite aux agriculteurs. De l'autre côté de ce mur se tiennent les gestionnaires de portefeuille, pour qui SEGIP n'est plus qu'une simple business unit, une marque parmi une dizaine d'autres dans un catalogue tentaculaire. La tension devient rapidement insoutenable face à cette dépossession de l'outil de travail. L'humiliation suprême pour les anciens dirigeants et les concepteurs de SEGIP est de réaliser que le pouvoir de décision s'est littéralement évaporé. Jusqu'alors, si un problème technique survenait sur un prototype ou si une opportunité d'innovation se présentait, la décision se prenait sur place, en quelques heures, autour d'un établi ou dans le bureau vitré surplombant l'atelier. Désormais, chaque initiative, chaque modification technique, chaque demande de budget doit être compilée dans des rapports standardisés, envoyés au siège social et soumise à l'approbation de comités directeurs qui évaluent la pertinence du projet uniquement à l'aune de sa rentabilité financière à court terme et de son non-empiètement sur les plates-bandes des autres marques du groupe. Le point de non-retour a été franchi. En cédant les clés de l'entreprise au conglomérat, les propriétaires de SEGIP ont peut-être mis les finances de l'entreprise à l'abri d'une faillite immédiate, mais ils ont signé un transfert de souveraineté définitif. Le cœur battant de SEGIP ne réside plus dans le fracas de ses presses ni dans l'inventivité de ses techniciens. Il a été confisqué et délocalisé dans une tour de verre. La marque existe encore de nom, les machines sortent encore des hangars, mais l'âme pionnière a été mise sous tutelle. C'est le début d'une longue et inexorable descente aux enfers, orchestrée par la tyrannie des chiffres. Dans les mois qui ont suivi l'acquisition par le géant Excel Industries, une atmosphère inédite, lourde et glaciale s'est abattue sur l'usine SEGIP. Une nouvelle terminologie a progressivement envahi les ateliers, remplaçant les mots de la terre et de la ferraille. Les discussions passionnées sur l'élasticité d'un ressort de suspension, la résistance d'un alliage ou la précision d'une buse de pulvérisation ont été balayées par un jargon d'entreprise stérile. Synergie de groupe, benchmarking interne, optimisation des flux logistiques et EBITDA. Pour les dirigeants du conglomérat, assis dans des bureaux de verre à des centaines de kilomètres des champs de betteraves, posséder une myriade de marques concurrentes, Berthoud, Technoma, Hardy, Évrard et désormais Caruel SEGIP, n'avait de rationalité économique que si l'on parvenait à écraser impitoyablement les coûts de production. Et dans la logique implacable des fusions-acquisitions, le moyen le plus rapide d'y parvenir est d'éliminer toute forme de redondance. Le premier sanctuaire profané par cette religion de l'optimisation financière fut le cœur battant de l'entreprise, le département de recherche et développement, R&D. Historiquement, le bureau d'études de SEGIP était composé d'une élite d'artisans ingénieurs. C'étaient des hommes de terrain qui concevaient des prototypes en écoutant la respiration de la machine, qui n'hésitaient pas à salir leurs chaussures dans la boue pour observer le comportement d'un châssis en conditions réelles. Sous la tutelle d'Excel, cette indépendance créative fut soudainement perçue comme une grave anomalie, une coûteuse hérésie qu'il fallait éradiquer au plus vite. Les auditeurs financiers posaient une question glaçante. Pourquoi financer 3 ou 4 équipes d'ingénieurs distinctes pour concevoir une nouvelle suspension de rampe ou un logiciel de gestion des vannes, quand une seule entité centralisée pourrait le faire pour toutes les marques du groupe à la fois? La réponse ne se fit pas attendre. Rapidement, les prérogatives de conception technique furent méthodiquement retirées au site historique. Les décisions stratégiques ne se prenaient plus autour d'un prototype à moitié démonté, sentant l'huile chaude et la peinture fraîche, mais sur des tableaux de bord virtuels projetés lors de réunions standardisées.
Les ingénieurs de Segip, autrefois inventeurs fiers et respectés, furent brutalement rétrogradés au statut de simples intégrateurs. Leur nouvelle mission, vécue comme une insulte à leur intelligence mécanique, consistait uniquement à adapter des plans génériques imposés par la maison mère pour que les lignes d'assemblage respectent des cadences chronométrées à la seconde près. C'est une dépossession intime et d'une violence sourde. L'usine Segip se retrouva d'un seul coup mentalement décapitée. Elle conservait la force de ses bras pour souder la ferraille, mais on lui avait confisqué son cerveau. Le savoir-faire empirique, ce capital immatériel forgé par des décennies d'essais laborieux, d'échecs surmontés et de dialogues constants avec les agriculteurs de la région, fut rayé de la carte au profit de modélisations informatiques dont le seul but était de maximiser la rentabilité par unité produite. Dans les allées de l'usine, le sentiment d'aliénation s'installa profondément. Les anciens ouvriers, ceux qui reconnaissaient une machine Segip au bruit caractéristique de sa pompe, assistaient, impuissants, à l'arrivée de composants standardisés fabriqués à l'autre bout de l'Europe ou du monde. La fierté de l'usinage local et du travail sur mesure s'effrita, remplacée par la monotonie de l'assemblage de kits anonymes. Cette centralisation de la pensée technique donna naissance à un phénomène industriel tristement célèbre dans le monde de l'automobile, mais tout aussi dévastateur dans le machinisme agricole, le badge engineering ou la politique de la plateforme commune. La direction d'Excel Industries imposa le développement d'un châssis universel, d'une cuve standard et d'une électronique embarquée identique pour plusieurs de ses marques. Le but suprême était d'atteindre des volumes de commandes massifs auprès des fournisseurs de pièces détachées afin de négocier des tarifs écrasés au centime près. Dans ce processus de standardisation à outrance, que restait-il réellement d'un pulvérisateur Segip? La réponse était cruelle. Presque rien. La marque, jadis synonyme de robustesse absolue et de solution d'amortissement pendulaire unique au monde, fut vidée de sa substance originelle. Le produit qui sortait désormais des lignes d'assemblage était un hybride industriel. Une machine clonée qui partageait parfois jusqu'à 80% de ses pièces avec un modèle d'une marque concurrente appartenant au même conglomérat. La seule distinction qui subsistait relevait du maquillage cosmétique, la couleur de la peinture, le fameux bleu et rouge emblématique de Segip et le design de l'autocollant apposé sur les flancs de la cuve en plastique. Cette supercherie industrielle ne tarda pas à être percée à jour par ceux qui connaissent le mieux ces machines, les agriculteurs. Le monde paysan est un écosystème exigeant où la confiance se gagne sur plusieurs générations, mais peut se perdre le temps d'une seule saison de traitement. Lorsqu'un agriculteur fidèle à Segip depuis toujours se rendait chez son concessionnaire pour renouveler son matériel, son regard expert n'était pas dupe. Il inspectait les soudures, évaluait l'épaisseur des profilés métalliques, scrutait la conception des essieux. Il réalisait avec amertume que le pulvérisateur qu'on lui présentait n'était qu'une illusion de marketing. Ce n'était plus la machine indestructible qui avait fait la fortune de son père. C'était un produit standard, calculé au plus juste, conçu par des comptables cherchant l'économie de matière et non par des mécaniciens cherchant la perfection. L'âme de l'acier s'était évaporée. En interne, les tentatives désespérées des derniers cadres historiques pour alerter la direction sur cette perte d'identité se heurtèrent à un mur de béton fait d'incompréhension et d'arrogance managériale. Les réunions de production devinrent le théâtre d'affrontements silencieux. Lorsque les techniciens locaux prévenaient que la nouvelle rampe standardisée ne résisterait pas aux contraintes de torsion des parcelles les plus accidentées de leur région, les managers dépêchés par le siège central répondaient en brandissant des graphiques de rentabilité. Toute forme de critique technique était perçue comme une résistance archaïque, l'incapacité d'une province à comprendre la prétendue modernité du capitalisme globalisé. Ainsi, Segip fut lentement transformé en une coquille vide, un fantôme industriel. L'entreprise avait été dépouillée de tout ce qui faisait sa singularité, son ADN et sa valeur ajoutée. Ironiquement, en imposant cette rationalisation brutale pour préserver les marges financières à court terme, les stratèges du groupe avaient enclenché un mécanisme d'autodestruction inéluctable. Car si un pulvérisateur Segip n'était plus qu'un clone repeint en bleu d'une autre machine de la gamme, pourquoi le marché continuerait-il à justifier un réseau de distribution séparé?
Pourquoi maintenir artificiellement en vie une marque qui n'avait plus aucune histoire technique à raconter? La logique des mathématiques financières, si implacable pour justifier la standardisation, s'apprêtait maintenant à tirer sa conclusion finale, fatale et définitive. Seguip était devenu superflu. Le compte à rebours avant l'exécution était lancé. Les dernières années d'existence de la marque Seguip ressemblent à un long combat d'arrière-garde, une guerre d'usure menée par une poignée d'irréductibles, refusant d'accepter l'effacement de leur héritage. À l'intérieur des ateliers, une forme de résistance silencieuse et désespérée s'organise face à la dictature du groupe Excel. Les ouvriers historiques, les chefs d'atelier vieillissants et les quelques ingénieurs locaux encore en poste tentent, par tous les moyens possibles, de s'accrocher aux standards de qualité qui ont jadis fait la noblesse de leurs pulvérisateurs. Ils savent pertinemment que la nouvelle politique de la plateforme commune est un poison mortel pour la réputation de la marque, et ils essaient de compenser la médiocrité des nouvelles directives par leur propre conscience professionnelle. Les réunions de production, autrefois des lieux de bouillonnement intellectuel et d'innovation, se transforment en arènes de confrontation épuisantes et stériles. Autour de la table, le clivage est total. D'un côté, les anciens de Seguip, avec leurs mains calleuses et leur connaissance charnelle des machines, plaident avec acharnement pour conserver une épaisseur d'acier supérieure sur les zones de contrainte, pour utiliser des roulements plus robustes ou pour maintenir des procédures de soudure méticuleuses. Ils tentent de faire comprendre aux nouveaux dirigeants qu'un agriculteur n'achète pas seulement une couleur de peinture, mais la promesse qu'il ne restera pas bloqué au milieu de son champ en pleine saison des traitements. De l'autre côté de la table, les émissaires du siège central, armés de tableurs financiers et d'objectifs de rentabilité trimestrielle, restent de marbre. Leurs réponses sont toujours invariablement froides, dictées par la logique implacable de la réduction des coûts. Toute épaisseur d'acier supplémentaire est jugée superflue. Toute minute passée à peaufiner une finition est qualifiée de gaspillage de productivité. Les fournisseurs historiques, réputés pour la fiabilité exceptionnelle de leurs composants, sont brutalement remplacés par des sous-traitants lointains, sélectionnés uniquement pour leurs tarifs défiant toute concurrence. Face à ce nivellement par le bas imposé d'en haut, les ouvriers sur les chaînes de montage tendent l'impossible. Certains prennent secrètement sur leur temps de pause pour revérifier le serrage d'une rampe ou pour ajuster une pièce mal usinée livrée par le nouveau réseau d'approvisionnement. Mais ces actes de bravoure individuelle sont dérisoires. L'épuisement moral, bien plus destructeur que la fatigue physique, s'abat sur le personnel. Ils sont contraints d'assembler des machines qu'ils savent intrinsèquement inférieures à celles qu'ils fabriquaient 10 ans plus tôt. C'est la pire des tortures pour un artisan, être forcé de mal faire son travail en obéissant à des ordres absurdes. Les hommes de Seguip ne produisent plus avec fierté. Ils survivent comme sous perfusion, spectateurs impuissants de la dégradation volontaire de leur propre nom. L'usine est devenue un corps sans âme, maintenu en activité uniquement pour écouler les stocks et amortir les lignes de crédit du conglomérat. La mise à mort, inéluctable, ne survient ni dans un grand fracas d'acier, ni à la suite d'un rejet brutal des agriculteurs. Elle arrive avec la froideur administrative d'un courrier interne. Un matin sombre, la direction d'Excel Industries, au sommet de sa tour d'ivoire financière, tranche définitivement. Le conglomérat estime que posséder trop de marques concurrentes sur le même segment finit par cannibaliser ses propres marges. La restructuration de portefeuille est décrétée. Sans le moindre état d'âme, la décision est prise de simplifier l'offre. Le verdict est sans appel. Les marques Seguip et Caruel sont officiellement et définitivement condamnées à mort. L'annonce est faite sans ménagement. Une simple note de service, rédigée dans un jargon corporatiste glaçant qui masque la violence de la décision derrière des mots comme synergie et réorganisation stratégique, est affichée sur les portes vitrées de l'usine. Les chaînes d'assemblage qui n'avaient jamais cessé de battre la cadence depuis l'après-guerre s'arrêtent net dans un silence assourdissant. Sur les convoyeurs, les châssis à moitié peints s'immobilisent, figeant l'usine dans une atmosphère de scène de crime industriel. Les ouvriers sont convoqués pour entendre l'énoncé des plans de licenciement ou de mutation forcée. Dans les rangs de ces hommes qui ont dédié leur vie entière à l'entreprise, on lit la stupéfaction, la colère sourde et surtout un sentiment de trahison absolue.
Mais l'acte le plus terrible, celui qui scelle définitivement le destin de la marque et s'assure de son effacement total, se déroule loin des regards du public, à l'arrière des ateliers. La direction centrale sait qu'une marque ne meurt vraiment que lorsque sa mémoire physique est détruite. L'ordre est donné de procéder à la destruction systématique des moules exclusifs de Seguip. Ces lourdes matrices d'acier, qui permettèrent de forger les pièces uniques de la suspension pendulaire, les formes spécifiques des cuves et les articulations des rampes, représentaient le génome même de l'entreprise. Sous les coups de masse, sous le feu des chalumeaux de découpe et sous la pression écrasante des presses à ferraille, des décennies d'ingénierie et d'intelligence mécanique sont réduites en un tas de déchets informes en l'espace de quelques heures. Pour les employés contraints d'assister à ce massacre, c'est comme assister à la profanation d'un sanctuaire. Casser les moules, ce n'est pas seulement arrêter la production, c'est garantir qu'aucune renaissance, qu'aucun sursaut d'orgueil ne sera jamais plus possible. Les portes se ferment, les cadenas sont posés sur les grilles rouillées. Le nom de Seguip, qui jadis dominait les plaines de Picardie et inspirait le respect dans toute l'Europe agricole, vient d'être rayé de l'histoire par une simple équation mathématique validée dans un tableau Excel. L'assassinat industriel est parfait, propre et légal. Le pulvérisateur a été effacé par la concentration. Le lendemain de la fermeture définitive, un silence spectral s'est abattu sur les installations de Seguip. Ce n'était pas le silence paisible d'un dimanche matin, ni celui des congés estivaux où l'usine retient son souffle avant de repartir de plus belle. C'était le silence lourd, définitif et angoissant des lieux que la vie a désertés. Les immenses grillets métalliques, autrefois franchis chaque jour par des centaines de travailleurs, ont été scellés par de lourds cadenas. Derrière ces grilles, les hangars de tôles et d'acier, vidés de leurs lignes d'assemblage et de leurs machines-outils, résonnaient désormais au moindre coup de vent. La rouille a commencé son lent travail de grignotage sur les structures extérieures. En l'espace de quelques semaines, le cœur battant de la mécanique agricole locale s'était transformé en un immense cimetière industriel, un monument funéraire dédié à une époque révolue. L'onde de choc de cette fermeture ne s'est évidemment pas arrêtée aux limites physiques du site de production. La disparition de Seguip a provoqué une véritable hémorragie économique et sociale à l'échelle de toute une région. L'équation de l'emploi industriel est d'une brutalité mathématique que les liquidateurs connaissent bien. Pour chaque poste supprimé sur une chaîne de montage, ce sont 3 à 4 emplois indirects qui sont condamnés dans le bassin local. Les sous-traitants qui fournissaient la visserie spécifique, les transporteurs qui acheminaient les immenses cuves en plastique, les ateliers de galvanisation, tous ont vu leur carnet de commandes s'effondrer du jour au lendemain. Même le petit écosystème du quotidien a été balayé. Les cafés et les brasseries des alentours, où les ouvriers en bleu de travail se retrouvaient à l'aube pour le premier café ou à la fin de leur quart pour célébrer la sortie d'un nouveau modèle, se sont vidés, perdant avec leur clientèle la chaleur humaine qui animait la commune. Mais le bilan le plus lourd fut sans conteste le drame humain intime vécu par les employés. Pour la majorité de ces hommes, fabriquer des pulvérisateurs n'était pas un simple gagne-pain. C'était une identité. Beaucoup avaient passé 20 ans, 30, voire 40 ans de leur vie dans ces ateliers, souvent aux côtés de leur père ou de leurs frères. Ils possédèrent une expertise inestimable, une intelligence de la main, façonnée par des décennies de pratique. Comment expliquer à un maître soudeur de 55 ans, capable d'assembler une rampe pendulaire les yeux fermés, que son savoir-faire est soudainement devenu obsolète? Sur le marché du travail d'un début de 21e siècle obsédé par les services et le numérique, ces artisans de l'acier se sont retrouvés marginalisés. Certains ont été contraints d'accepter des emplois précaires, bien en deçà de leurs qualifications, tandis que d'autres, jugés trop âgés pour être reclassés, ont basculé dans les limbes des pré-retraites forcées, emportant avec eux une amertume silencieuse. Pourtant, loin de ces hangars désolés et de ces vies brisées, une ironie cruelle et majestueuse se jouait au cœur même des campagnes françaises et européennes. Alors que le nom de Seguip avait été effacé des registres de commerce par le conglomérat Excel, la marque refusait obstinément de mourir sur le terrain. À l'arrivée du printemps, lorsque la terre se réchauffait et que les cultures exigeaient d'être protégées, des milliers d'agriculteurs sortaient de leurs tracteurs de leurs hangars. Et là, attelés à l'arrière,
Fidèles au poste, les vieux pulvérisateurs Seguip bleus et rouges reprenaient du service. C'est là le paradoxe tragique de cette histoire. L'entreprise a été tuée par les mathématiques financières, mais ses produits, eux, étaient toujours vivants. Leurs châssis en acier massif défiaient le temps. Leurs pompes continuaient de fonctionner avec une régularité d'horloge. Les agriculteurs contemplaient ces machines, dont la peinture commençait parfois à s'écailler sous l'effet du soleil, avec un mélange de respect et de profonde frustration. La machine survivait à son créateur, témoignant silencieusement, à chaque passage dans les champs de blé, de l'excellence d'un savoir-faire qu'on avait volontairement détruit. Cependant, cette durabilité inattendue a rapidement donné naissance à un véritable cauchemar logistique pour le monde paysan. Une machine, aussi robuste soit-elle, nécessite inévitablement de l'entretien. Des pièces d'usure finissent par céder. Or, avec la destruction volontaire des moules exclusifs de Seguip par la nouvelle direction, trouver une pièce de rechange spécifique est devenu une mission quasi impossible. La chaîne d'approvisionnement officielle ayant été méthodiquement démantelée, les agriculteurs se sont retrouvés livrés à eux-mêmes. Un marché parallèle, dicté par la nécessité absolue de sauver les récoltes, s'est alors organisé. Les forums agricoles sur Internet se sont remplis de messages de détresse. Recherche désespérément joint de membranes pour pompe Seguip année 1998. Les vieux modèles remisés au fond des granges sont devenus des mines d'or, rachetés à prix d'or uniquement pour être cannibalisés de leurs pièces encore fonctionnelles. Des tourneurs-fraiseurs locaux ont été sollicités par les paysans pour usiner, à l'unité et à grands frais, des répliques exactes des axes de suspension qui n'étaient plus produits nulle part. Le fantôme de Seguip continuait ainsi de hanter les campagnes, rappelant chaque jour l'absurdité du système. Le groupe Excel Industries pensait avoir rayé un nom de la carte pour clarifier son offre commerciale, mais il n'avait réussi qu'à créer un immense vide, abandonnant des milliers d'utilisateurs fidèles à leur propre sort. Le silence des ateliers de production trouvait son écho dans la colère sourde des agriculteurs, contraints de bricoler pour maintenir en vie les ultimes vestiges d'une époque où l'industrie était encore au service de la terre. L'histoire de Seguip, avec sa splendeur initiale et sa chute silencieuse, pourrait facilement être perçue comme une tragédie strictement locale, un simple accident industriel confiné aux plaines agricoles de la Picardie. Pourtant, à y regarder de plus près, la disparition de cette marque emblématique n'a rien d'un cas isolé. Elle constitue, au contraire, le symptôme clinique d'une mutation cataclysmique qui a frappé l'ensemble de l'industrie mécanique européenne à l'aube du XXIe siècle. L'agonie des ateliers Seguip n'est que la répétition générale d'une pièce jouée à l'échelle continentale. L'effacement programmé de la diversité technique au profit d'une standardisation absolue, dictée exclusivement par la logique financière. Si l'on prend de la hauteur pour observer le paysage actuel du machinisme agricole mondial, le constat est saisissant. Là où, il y a encore 40 ans, chaque région d'Europe s'enorgueillissait de ses propres constructeurs, adaptés aux spécificités intimes de ses sols, de ses climats et de ses traditions agronomiques, on ne trouve plus aujourd'hui qu'une poignée de conglomérats titanesques. Quelques mastodontes contrôlent désormais la quasi-totalité de ce qui sème, récolte et traite les champs de la planète. La concentration capitalistique a opéré comme un trou noir, absorbant un à un les pionniers indépendants. Les noms historiques qui ont mécanisé l'agriculture de l'après-guerre ont été soit impitoyablement rayés de la carte, soit réduits à l'état de simples étiquettes marketing, apposées artificiellement sur des plateformes de production mondialisées. Pour l'agriculteur moderne, cette consolidation massive s'est accompagnée d'une illusion tragique, celle du choix. En entrant chez un concessionnaire multimarque aujourd'hui, le paysan est confronté à un éventail de couleurs vives et de logos scintillants. Mais sous le capot, derrière la peinture rutilante et les campagnes publicitaires sophistiquées, la réalité mécanique s'est dramatiquement appauvrie. Les châssis sont devenus identiques, les composants électroniques proviennent du même fournisseur asiatique et les algorithmes de pulvérisation sont uniformisés. La diversité, qui était autrefois le moteur absolu de l'innovation grâce à la concurrence directe entre des artisans passionnés, a été sacrifiée sur l'autel de la réduction des coûts de développement et des sacro-saintes économies d'échelle. De plus,
Ce modèle hyper concentré génère un paradoxe technologique et environnemental frappant. Alors que l'agriculture fait face à des défis climatiques sans précédent, exigeant des réponses de plus en plus locales et sur mesure pour préserver les sols, l'industrie propose l'exact inverse, des machines gigantesques, pensées pour être vendues aussi bien dans les immenses plaines d'Europe de l'Est que dans les parcelles vallonnées de France. Le pulvérisateur, jadis conçu pour durer des décennies et résister aux pires traitements locaux, est devenu un produit de consommation industrielle globalisé. Il est aujourd'hui frappé du sceau de l'obsolescence programmée et la rentabilité des grands groupes repose paradoxalement moins sur l'excellence initiale de la machine que sur le renouvellement fréquent de l'électronique et la vente captive de pièces détachées surévaluées. Cette transformation pose une question macroéconomique et philosophique fondamentale. La monopolisation d'un secteur aussi vital que l'équipement agricole sert-elle réellement les intérêts de ceux qui nourrissent le monde, ou vise-t-elle exclusivement à engraisser les portefeuilles de dividendes d'actionnaires lointains? Lorsque la survie financière d'un groupe exige de lisser toutes les spécificités régionales pour produire des équipements génériques, c'est inévitablement l'intelligence de l'outil qui recule. Au-delà des machines, c'est un immense capital humain qui a été dispersé aux quatre vents. L'ère des ingénieurs mécaniciens, de ces hommes capables de lire la Terre et de forger une réponse en acier massif, a été supplantée par celle des analystes de données et des gestionnaires de flux logistiques. Avec la fermeture d'usines comme celle de Ségip, l'Europe n'a pas seulement perdu des emplois industriels vitaux, elle a amputé une partie précieuse de sa mémoire ouvrière, de son savoir-faire empirique. Elle a perdu une culture technique riche et fière qui ne s'apprend dans aucune école de commerce, mais uniquement dans le vacarme des presses hydrauliques et l'odeur de la soudure. Finalement, la disparition de Ségip résonne comme un avertissement froid et lucide. Elle nous rappelle brutalement que dans le grand jeu du capitalisme contemporain, l'excellence intrinsèque d'un produit, la loyauté indéfectible de ses utilisateurs et le génie intuitif de ses concepteurs ne pèsent d'aucun poids face à un tableau financier exigeant une marge opérationnelle à deux chiffres. Les portes verrouillées des usines picardes demeurent les monuments silencieux d'une époque révolue, celle où l'industrie avait encore un visage, un ancrage local et surtout une âme. Aujourd'hui, alors que des machines standardisées glissent silencieusement sur les champs de blé, pilotées par des satellites lointains depuis des écrans de contrôle, le fantôme des robustes pulvérisateurs Ségip continue de nous interroger. L'innovation véritable a-t-elle été accélérée par cette concentration extrême, ou avons-nous simplement troqué le génie vibrant de la mécanique humaine pour la froideur implacable des marchés financiers? L'histoire de Ségip est à bien plus qu'une simple chronique d'une fermeture d'usine. C'est une parabole moderne sur le prix réel de l'efficacité financière. Dans notre quête incessante d'optimisation et d'économie d'échelle, nous avons laissé des conglomérats lointains décider de ce qui est bon pour nos terres. Nous avons accepté silencieusement que la standardisation remplace le savoir-faire et que les tableaux de bord des marchés boursiers dictent la qualité de notre acier. Mais à quel prix? En sacrifiant des marques comme Ségip, nous n'avons pas seulement perdu des emplois régionaux ou des usines faites de briques et de tôle. Nous avons perdu une forme précieuse d'indépendance intellectuelle. Nous avons effacé l'intelligence de la main, cette capacité unique de concevoir des outils parfaitement adaptés aux réalités rugueuses du travail agricole. Les vieux pulvérisateurs bleus et rouges, qui résistent encore, parfois rouillés mais toujours vaillants, au milieu des champs de Picardie, ne sont pas de simples reliques. Ce sont les témoins silencieux d'une époque où l'industrie servait l'homme et la terre, et non l'inverse. Ils nous rappellent avec une insistance mécanique qu'un bilan comptable parfait ne pourra jamais remplacer la passion et l'âme d'un artisan. Aujourd'hui, de grands groupes industriels règnent sur un marché pacifié, standardisé et globalisé. Mais le vent qui s'engouffre dans les ateliers abandonnés de Ségip continue de murmurer une question dérangeante. Lorsque la dernière étincelle de diversité technique aura été éteinte par la concentration capitalistique, qui sera encore capable de véritablement innover pour demain? Merci de nous avoir rejoints pour explorer cette page fascinante et souvent oubliée de notre histoire industrielle. Si ce documentaire vous a fait réfléchir sur les conséquences silencieuses des fusions d'entreprises, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous été témoin de disparitions industrielles similaires dans votre propre région?
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos futures enquêtes sur l'ascension et la chute des grands empires industriels. À très bientôt pour une nouvelle histoire.